Bonjour tout le monde. On va laisser quelques secondes pour que tout le monde arrive bien. Hello Thomas. Du coup, aujourd'hui, c'est la deuxième séance de formation pour préparer votre CES. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter à Caroline qui travaille pour Bolloré, c'est pas logistique. Et du coup, qui va vous faire cette présentation sur dans tout ce que vous saviez pas qu'il fallait savoir sur la transportation de vos biens sur le CES. Donc, c'est une séance super importante si vous avez des choses à transporter à Vegas. Et du coup, bah, je me permets de dire, il n'y a pas que Bolloré qui fait ce service, il y a d'autres prestataires qui peuvent le faire, sachant que Caroline va vous donner toutes les infos qu'il faut savoir. Et du coup, effectivement, Bolloré, on n'a eu que des bons retours des personnes qui ont travaillé avec Bolloré et du coup, ils ont même sauvé quelques exposants dans le passé qui ont eu des soucis avec d'autres transporteurs. Donc, genre, je fais le petit disclaimer en amont. Without further ado, je te laisse le floor, Caroline. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci Kate pour cette superbe introduction. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire de vous des spécialistes du transport, mais c'est vraiment de vous aider, comme je le mets dans le titre, à réussir votre transport sur le CES. Comme le disait Kate également, hein, il y a plusieurs prestataires qui peuvent intervenir sur ce transport. Nous, notre but ici, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour faire votre choix. Et vraiment, si vous décidez aussi d'emmener avec vous vos produits, que vous ayez toutes les armes pour pas qu'elles soient bloquées en douane et que justement, j'ai pas besoin de vous sauver quand vous arrivez sur place. Donc déjà, si vous décidez, si vous avez des questions et que vous voulez en savoir un peu plus sur votre expédition, vous avez deux contacts. On vous les a mis là dans le mail. Vous avez moi donc, et Robin qui m'accompagne sur ce projet. Dans un premier temps, vous décidez que vous allez sur le CES, vous savez que vous allez avoir des choses à envoyer. La première chose, c'est préparer votre envoi. C'est vraiment le moment primordial. Pour préparer votre envoi, vous allez avoir deux choix de transport sur les États-Unis. Vous allez avoir le transport aérien qui va concerner plus particulièrement les envois urgents. Quand on dit urgent, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un timing qui est beaucoup plus serré sur l'expédition, alors que sur le transport maritime, on peut être beaucoup plus long, hein. Vous avez de la forte valeur, vous avez des produits sensibles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir soit ou et, hein. Les produits sensibles, c'est déjà tout ce qui a de l'électronique à l'intérieur. Il faut faire très attention parce que dans un transport maritime, il y a de l'humidité et parfois les conteneurs maritimes en mer peuvent être soumis à des fortes températures. Donc il faut vraiment faire attention, bien vérifier que vos produits sont adaptés pour un transport maritime. De manière générale, le transport aérien, ce sont des colis qui sont peu volumineux. Donc tout de suite, il faudra regarder les dimensions de vos produits. Et dès que vous avez moins de 3 mètres de long, effectivement, c'est plus accessible pour un transport aérien. En revanche, le transport maritime, on va aller plus sur des délais beaucoup plus longs. Il faut compter, on vous donnera tout à l'heure les délais qu'il faut prévoir pour le transport maritime. C'est souvent dans le transport maritime, on fait des transports pour des produits à faible valeur, euh, des quantités, des gros volumes. Si vous avez 2, 3, 4, 5 palettes, ça va être beaucoup plus intéressant à ce moment-là de faire un transport maritime. Le transport maritime, vous avez plusieurs catégories d'envoi. Vous avez ce qu'on appelle les transports en conteneur, c'est-à-dire un conteneur, une boîte totalement dédiée pour vous. Il y a différentes tailles. Il y a le 20 pieds qui fait 6 mètres de long et le 40 pieds qui fait 13 mètres de long. Ou alors, si vous avez juste une, deux, trois palettes, on peut éventuellement considérer ce qu'on appelle le groupage maritime. Une fois que vous avez décidé le mode de transport, une autre information importante, il va falloir prévoir l'emballage. Parce qu'effectivement, pour pouvoir avoir un devis de transport, il faut donner le devis du produit emballé. Nous, on donne la règle, un bon transport, un transport réussi, c'est avec un bon emballage. Il faut prévoir aussi un emballage qui va pouvoir résister à toutes les manutentions. Il ne faut pas seulement vous dire, ah, on va faire un fret aérien. Le transport destiné à des expositions, c'est énormément de manipulation. Depuis chez vous, jusque sur site et parfois même le retour. Donc, à l'intérieur de chaque prestataire va peut-être bouger vos colis des dizaines de fois. Donc, il faut tenir ça, il faut tenir compte. Et malheureusement, effectivement, les gens qui
prennent vos colis, ils ne le font pas avec des gants de velours. Donc, généralement, les assurances considèrent que l'emballage est là pour protéger le contenant. Prévoir un marquage clair, toujours, pour qu'on puisse identifier vos colis. Comme je le dis, vos colis vont passer au travers de plusieurs interlocuteurs différents. Et donc, forcément, il faut qu'ils puissent identifier qui était l'expéditeur, qui était le destinataire, et souvent même pouvoir mettre un contact. Parce que si jamais le colis est égaré, on ne le retrouve pas, hop, quelqu'un est en face, il voit le téléphone, il vous appelle. Et bien entendu, il y a une réglementation qui s'appelle la norme NIMP 15. Tous les emballages en bois brut, je précise, parce que le mélaminé ne compte pas, doivent être fumigés. Et ça, vous ne pouvez pas le faire à destination. Nous-mêmes, on ne peut pas vous le faire. Il faut que dès le départ, le bois que vous expédiez soit d'emblée fumigé. Et vous avez des règles de marquage. C'est uniquement celui que vous voyez à l'écran. Si vous n'avez pas un marquage de ce type, c'est que votre caisse n'est pas fumigée. Et en fait, vous avez, quand c'est un emballage qui a été fait en France, le code commence par FR. Hein. Je mets vraiment l'accent sur l'emballage et le marquage parce que votre emballage doit être solide. Rappelez-vous, pour juste récapituler. Si vous avez plusieurs cartons, nous, on vous recommande vraiment généralement de les palettiser parce que des cartons individuels, il n'y a rien de pire pour les perdre. Et aussi, ça signifie dans ces cas-là que toutes les manutentions vont devoir se faire à la main. Donc, vaut mieux poser sur une palette, filmer la palette et comme ça, on utilise des moyens de manutention. Si vous utilisez du carton toujours, attention, des cartons résistants. Comme je vous disais, ça va beaucoup être touché, ça va bouger et donc le carton va avoir tendance à se ramollir. Puis je vais vous donner aussi un exemple. Il suffit juste que votre palette soit déchargée à un moment où il pleut. Ça ne veut pas dire qu'elle est restée dehors, mais juste le temps du déchargement sous la pluie, vos cartons ils peuvent tous mouiller. Hein. Donc faites très attention et aussi, pour récapituler, des colis étiquetés. Il faut qu'on sache qui est l'expéditeur, qui est le destinataire et un nom de contact. Et si vous avez des emballages en bois, palettes, caisses, mais aussi pour les caisses en bois, si à l'intérieur de votre caisse, même si elle n'est pas en bois, vous mettez une planche de bois pour le calage, si ce bois est en bois brut, il doit être fumigé. Donc, et je vous rappelle, vous voyez le logo de fumigation qui doit apparaître sur les caisses en bois. Une fois que vous avez décidé le mode de transport, vous avez emballé vos colis, ils sont prêts, donc vous avez les dimensions d'emballage de vos colis, vous êtes presque prêt là à demander des devis de transport ou même étudier en fait les possibilités de transport. Un salon comme le CES, nouvelle technologie, il y a 90% des chances souvent que vous ayez des batteries à l'intérieur. Alors, les batteries sont très fréquentes, on en utilise partout aujourd'hui, mais il faut savoir que les batteries ne sont pas les bons amis des avions. La plupart des compagnies aériennes ne les acceptent pas parce que c'est très compliqué pour elles. Donc, généralement, il va falloir tout de suite, vous, avant la demande, identifier votre batterie. Vous avez deux catégories, hein. Vous avez le lithium-ion ou le métal. Et il faudra, bien entendu, regarder dans les papiers que vous avez de votre batterie, vous avez ce qu'on appelle une fiche de données de sécurité. Il y a plusieurs, franchement, appellations, ça peut être la FDS, la MSDS. Néanmoins, vous devez trouver la fiche de sécurité de votre batterie. Pourquoi et dans ces cas-là, nous donner trois précisions. Il y a trois possibilités d'expédier votre batterie. Vous avez soit la batterie qui est expédiée toute seule, soit vous avez la batterie qui est expédiée mais qui est à l'intérieur de votre équipement, ou soit vous avez l'équipement et la batterie séparés mais qui sont emballés ensemble. Ça va nous permettre, toutes ces informations-là, ainsi que la fiche de sécurité, on va vous aider, nous, à passer... on vous a mis, hein, je vous invite à lire cette page qui vous donne vraiment toutes les réglementations, mais nous, si jamais vous devez passer par nous, on vous assistera là-dessus, et généralement, votre transporteur peut vous assister, mais dès qu'on rentre dans certaines catégories, il faut faire appel à des emballeurs. Mais néanmoins, en fonction du poids de vos batteries, qui sont indiquées dans les fiches de données de sécurité, de nombre de batteries que vous allez avoir et de la configuration de votre expédition, on va vous aider à remplir ce document, qui est un document d'accompagnement et qu'il faut absolument joindre à toutes vos expéditions concernant des batteries. Et après, selon même certaines catégories, on sera peut-être amené à vous emmener directement chez des emballeurs parce qu'on ne sera pas en mesure s'il faut faire une déclaration de marchandises dangereuses. Hein. Pour ceux qui comptent envoyer faire des expéditions par voie maritime,
Là, il y a certaines réglementations maintenant qui ont été mises en place par les douanes américaines et qui nécessitent qu'avant votre expédition, on doit envoyer aux douanes américaines une déclaration au préalable qui dit, voilà, tel produit va rentrer sur le territoire américain. Et une fois qu'on a l'accord des produits, vos colis peuvent arriver. Il faut faire très attention, ça peut être bloquant et vos colis peuvent être bloqués à l'arrivée au port aux États-Unis. Soyez très attentifs à ça. Et effectivement aussi, ceux qui envoient des produits en maritime, sachez que votre conteneur ne peut pas être livré directement sur le site d'exposition parce qu'il y a des configurations particulières sur les salons aux États-Unis. En fait, que je préciserai tout à l'heure, vos colis vont aller vers une heure de déchargement. On va devoir les décharger soit dans l'aire de déchargement de la société de manutention du salon, ou alors dans l'entrepôt du transitaire pour pouvoir livrer par camion. Sur le site d'exposition, ils ne déchargent que des camions. Et c'est pareil pour le retour. Si au retour, vous vous dites, j'ai une machine, je veux être présent pour la mise en conteneur, ça ne va pas être possible. Ça va soit se faire à l'entrepôt avancé parce qu'ils ne réceptionnent les conteneurs que là-bas, ou alors à l'entrepôt du transitaire. Soyez vraiment attentifs à ça et donc prévoyez au moment où vous chargez vos conteneurs ce paramètre-là. De manière générale, comme on le disait au début, je ne sais pas, tout le monde n'était pas connecté, vous allez avoir tout type d'offres sur ce salon. Envoyer du matériel sur un salon, ce n'est pas tout à fait la même chose que vous, par exemple, les transports que vous pouvez avoir chez un client ou même de manière générale avec des petits colis. C'est pas du tout la même chose. Les petits colis, FedEx, tout ça, ils n'arrivent pas sur un salon. Donc, il faut bien vraiment prendre en compte ces paramètres. Et mon nom considère que vous avez l'avant, le pendant et l'après. Ce sont trois blocs hyper importants dans l'organisation de votre transport. L'avant, c'est tout ce qu'on a dit au départ. Préparez votre projet. Regardez quel est le mode de transport qui vous convient et préparer l'emballage, bien entendu. Ensuite, déterminer quel est le mode de transport que vous souhaitez effectuer. Est-ce que ça va rester sur place? Est-ce que ce sera en temporaire? Vérifier en fonction des valeurs, est-ce que vous prenez une assurance? Ensuite, il va y avoir le transport principal, qui peut être soit maritime, soit aérien, soit même terrestre, puisque certains d'entre vous peuvent avoir des produits qui sont déjà aux États-Unis et qui souhaitent rapatrier sur le salon. L'accompagnement aussi, certains d'entre vous ont décidé de prendre parce que c'est un petit colis de moins de 30 kilos, ça rentre dans une valise, c'est est-ce que je le prends avec moi ou pas? Tout ça, ce sont des décisions que vous devez bien analyser. La livraison sur le site d'exposition, il faut compter que le chauffeur, comme dans beaucoup de salons qu'on peut voir là aux États-Unis et sur le CES, il n'y a personne qui va arriver et aller directement sur le site d'exposition comme ça. Donc, c'est vraiment le chauffeur, il va devoir arriver sur un aire de stationnement, attendre qu'on lui donne son ticket. Ensuite, il va se faire appeler. Et au moment où il est appelé, il y aura un prestataire qui va s'occuper de toutes les manutentions sur site. La mise en place des moyens humains, matériels, décharger. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour déballer? Est-ce que vous avez une machine qui est sur une palette et que donc nécessite un chariot élévateur pour la descendre? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est pour la mise en place de vos produits. Une fois que vous avez décaissé vos cartons, vos palettes, qu'est-ce que vous faites des emballages vides? Est-ce que vous allez avoir un représentant sur place? Nous, en tout cas, on aura quelqu'un de chez nous qui sera présent sur le salon et qui pourra coordonner toutes ces opérations pour votre compte. Puisque, comme je disais tout à l'heure, sur les salons aux États-Unis, vous ne pouvez pas accéder directement comme ça sur votre stand. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Une fois le salon terminé, c'est qu'est-ce que vous faites de vos produits? Est-ce que vous décidez de les rapatrier en France? Est-ce que finalement, vous avez trouvé un distributeur qui veut les récupérer? Est-ce que vous les envoyez dans une autre destination parce que vous avez un autre événement? Il va s'agir de décider, est-ce que si vous décidez de les laisser sur place, mettre en place des procédures de mise à la consommation, ou est-ce qu'au final, vous vous dites, on a besoin de réfléchir, et donc dans ces cas-là, on va faire un entreposage intermédiaire. Donc tout ça, ce sont des prestations, il faut bien réfléchir dans l'ensemble le projet, et c'est en fonction de ça que vous pourrez avoir un devis, soit avec nous, soit avec un autre. Mais attention, beaucoup ne peuvent pas arriver jusqu'au site d'exposition. Un transitaire, vous lui dites livraison par des expositions de Las Vegas, il ne comprend pas que ça va sur un. Il dit, pour lui, c'est un DDP livraison. Ce n'est pas la même chose. Il ne réfléchira pas derrière à tout ce qu'il peut avoir derrière comme prestation pour un événement.
Je vous parlais tout à l'heure de la particularité du salon CES, mais c'est à peu près la même pour tous les salons aux États-Unis et au Canada. Tous les transports s'arrêtent à l'entrepôt avancé ou du site d'exposition ou sur le site d'exposition. Je vais préciser. En fait, sur les salons aux États-Unis, les organisateurs vont appointer une société, une seule, qui va avoir la gestion complète du parc des expositions. En fait, en gros, toutes les prestations qu'il y a à l'intérieur, ça part des, de, de, des menuisiers, de l'électricien, le fleuriste, la gestion, la location d'écran, tout ça, c'est géré par une société qui va en fait créer plusieurs divisions et à qui vous allez demander des prestations différentes. Donc ça, vous retrouvez ces prestations-là dans votre manuel de l'exposant du salon. Donc vous pouvez aller sur le site, vous voyez les prestations. C'est une seule et même société qui va gérer tout ça. Et donc, en fait, le principe, c'est, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand les camions arrivent, cette société, elle dit non, vous ne pouvez pas décharger. Elle vous donne un ticket, vous allez dans une aire d'attente, vous attendez, elle vous appelle à l'heure qu'elle souhaite, donc c'est-à-dire vous pouvez arriver très tôt le matin, elle vous appelle dans l'après-midi. Hein. Enfin, il faut en tenir compte aussi. Et une fois qu'on vous appelle, donc eux, ils vont décharger les colis et ils vont regarder en fait les étiquettes, donc très important que vos colis soient étiquetés, et ils vont faire le dispatch par stand. Donc, ils vont mettre les colis sur les différents stands. Ou alors, ce que beaucoup, et c'est ce que nous on fait, ils ont un entrepôt avancé. Ça permet d'éviter d'arriver le matin et de se faire décharger à 18 heures, donc avec des heures et des heures d'attente. Donc, nous, on va aller livrer à leur entrepôt avancé et ils vont vous livrer les colis sur votre stand le jour qui a été assigné par rapport à la location de votre stand. Donc, en fait, en gros, généralement, sur un salon comme le CES, vos colis vont être livrés sur votre stand 2 à 3 jours avant le début du salon. Ça va dépendre, comme je le dis vraiment. Il faut regarder, en fait, sur le plan, et ça, on pourra vous donner l'information. En fonction de l'endroit où est votre stand, on est capable de vous dire à quelle date vos colis seront livrés sur votre stand. Ce n'est jamais livré avant, ce n'est pas livré après, c'est livré à cette date-là. Le drillage aussi, ça va être très important parce que effectivement, c'est payant. Hein. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un formulaire. Nous, on s'occupe, puisqu'on est présent, de toute cette paperasse. Mais généralement, pour ceux qui font, si vous passez par un autre transporteur ou si même vous avez des colis en bagage, les colis en bagage, c'est simple. C'est soit ça peut rouler et vous le transportez vous-même. Dès lors que c'est plus gros qu'une valise, euh, ils sont capables de vous arrêter à la porte de l'exposition et vous demander de payer des frais. Mais néanmoins, de manière générale, ça se passe, c'est assez simple, mais il faut quand même avoir la règle du jeu. Vous devez remplir un formulaire. Bien, si vous passez par nous, on le remplit, où vous donnez toutes les caractéristiques de votre expédition. Une fois que vous donnez ces caractéristiques-là, généralement, le jour de l'ouverture du salon, ils vont vous présenter une facture. Cette facture, vous avez très peu de temps pour la régler. En tout cas, avant la fin du salon, vous devez vous assurer que tous vos frais ont été réglés, que même vous n'avez pas une note d'électricité ou de quelque chose que vous avez commandé, puisque comme je vous disais, c'est une seule et même société. Et pour le CES, ce sera la société Freeman. Le dernier jour du salon, donc vous allez les voir. Si vous décidez que vous voulez faire sortir vos produits, puisque vous ne pouvez pas prendre vos colis et aller charger directement votre camion, vous devez leur laisser sur le stand. Donc, vous avez quand même une procédure à suivre. Vous allez au comptoir, vous remplissez, vous demandez le formulaire de sortie, très important. Ils vont tout de suite vérifier, hein, est-ce que vous avez tout payé ou pas, ou parfois ils ne le payent, ils ne vérifient pas. Et ça, vous avez la bonne surprise, c'est quand votre transporteur arrive, ils regardent dans le système, ils disent, il manque $100 sur ce stand-là, il bloque, votre transporteur, il repart, il est venu pour rien, il vous facture. Donc, soyez très attentifs là-dessus. Et généralement, sur le formulaire, vous devez donner le nom de transporteur qui va venir enlever vos produits. J'attire votre attention sur le fait que ce formulaire, c'est marqué dans le marbre. Quand vous mettez que vous avez 2 colis sur votre stand à récupérer, c'est 2 colis. Si vous en laissez 3, il y a un problème. Ils n'en donneront jamais 3 à votre transporteur si à la fin vous êtes changé d'avis. Vous devez donc, si à la fin, donc il faut vraiment attendre d'avoir terminé d'emballer vos colis. Vous complétez le formulaire, vous le retournez au desk Freeman et eux, ils vont le tamponner et vous en donner une copie. Soyez attentifs d'en avoir gardé une copie. Parce que si jamais votre transporteur se présente et qu'il y a eu un problème, parce que c'était tard le soir, il ne retrouve pas les produits, en fait, c'est la preuve que vous avez bien laissé des colis et que vous avez donné des instructions. Sinon,
pareil, ils renvoient votre transporteur. Ils disent on n'a pas de colis pour lui, on n'a pas de bon, parce que s'il n'y a pas de bon, pour eux, il n'y a pas de colis, même si les colis sont sur votre stand. Donc soyez vraiment très, très attentifs à ça. Comme je le précise, nous, on s'en occupera pour les exposants qui nous confient leur transport, mais pour ceux qui ne l'ont pas, il faudra bien respecter cette procédure. Je vous ai mis un exemple de material handling, donc c'est les frais que vous payez à Freeman pour la manutention donc, sur le stand. C'est juste en fait le déchargement des camions, livraison sur votre stand, reprise des emballages vides, relivraison des emballages vides et rechargement du camion. Ça, c'est le formulaire que vous devez compléter pour indiquer que vous allez avoir du transport et pour qu'il soit pris en charge et pour que ça génère une facture derrière. Et suite à ça, ils vont vous donner aussi également des étiquettes qui vous permettent, qui eux leur permettent de déterminer est-ce que vous allez livrer directement sur le site d'exposition ou est-ce que vous allez livrer à l'entrepôt avancé. Nous, on s'occupe de cette partie-là pour les transports qui nous concernent. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, si vous décidez d'organiser votre transport, généralement, vous allez avoir deux types de dates limites. La date limite pour envoyer les documents, et pour vous faire valider en fait vos documents pour préparer votre expédition. Et ensuite, ce qu'on appelle la date limite de réception des colis à notre entrepôt de Roissy. Et si c'est pour du maritime, ce sera au Havre. Mais les documents, c'est par mail chez nous pour qu'on puisse les vérifier. On vous donnera la liste des documents à nous expédier. On met des dates assez larges parce que tout simplement, il peut y avoir beaucoup de volume. La période de Noël est une période où il y a énormément de volumes de fret qui partent, et donc on doit pouvoir s'assurer de lisser en fait les déclarations de douane. Bien entendu, si vous avez des problématiques par rapport aux dates, on peut apporter certains aménagements, mais il faut nous le dire, et il faut qu'on voit est-ce que votre expédition peut se faire en dehors du groupage, ou est-ce que justement c'est beaucoup plus intéressant pour vous de vraiment coller au groupage. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble. La réglementation douanière aux États-Unis est assez, assez simple, hein. Vous avez trois possibilités. L'admission temporaire, c'est vous avez décidé, là, comme on avait dit au départ, on veut que ça revienne en France à la fin du salon parce que c'est un produit, on a une exposition derrière, c'est un prototype qu'on montre un peu partout. Et donc, dans ces cas-là, il faudra que nous, on puisse vérifier avec vous, en fonction de la valeur, de la nomenclature douanière, les modalités d'importation temporaire aux États-Unis. Ce n'est pas toujours possible de faire une importation temporaire, donc on a besoin vraiment de le déterminer à l'avant. Et ça va être très important, notamment aussi dans la grille de demande de cotation que vous allez compléter. Ça, il est important. Enfin, nous, dans notre spécificité, c'est vous nous mettez ce que vous comptez envoyer, une description de la valeur, et nous, on pourra déjà, dès le moment de la cotation, vous donner déjà un peu des idées de la manière dont ça pourrait être dédouané aux États-Unis. De manière générale, attention sur les admissions temporaires, si on se rend compte que le montant des droits et taxes est inférieur à 150 $, on va le mettre directement à la consommation. On ne va pas faire une admission temporaire pour 150 $ de droits et taxes. Ensuite, vous avez pour les produits qui ont une plus grande valeur, ou alors avec une technicité un peu particulière, on va vous recommander de faire un carnet ATA. Le carnet ATA, je ne sais pas si vous avez si vous êtes familier avec les formalités douanières, si vous avez une formation douane avant. Et le carnet ATA, en fait, c'est un accord entre chambres de commerce qui vous autorise à expédier votre marchandise en admission temporaire aux États-Unis avec juste ce document qui est aujourd'hui papier. Donc, le carnet ATA, c'est l'un des rares documents qui n'est pas encore dématérialisé, pour lequel il faut vraiment faire suivre le document en papier, hein. Donc ça, on va vous donner des indications. Vous devez vous enregistrer auprès de votre chambre de commerce. C'est pas très long, mais vous devez enregistrer votre entreprise, enregistrer des signataires. Et donc ça, c'est vraiment pour les produits de très forte valeur, comme je disais, ou avec des spécificités particulières. Mais en tout cas, dans tous les cas, si vous avez une admission temporaire, généralement, les douanes vont demander une photo, un catalogue, un numéro de série qui permet effectivement de prouver que le produit qui est sorti de France est le même que celui qui revient. Et le troisième cas, c'est, je ne vous cache pas, le cas le plus commun qu'on a eu depuis pas mal d'années maintenant sur le CES, c'est la mise à la consommation avec paiement des droits et taxes. Ça vous permet de jouir complètement de votre produit sur site sans se poser de questions. Si vous décidez de le laisser sur place à la dernière minute, il n'y a pas de risque. Vous pouvez aussi également décider de les ramener, vous pouvez les donner, vous faites ce que vous voulez. Mais généralement, bon, c'est plutôt pour des expéditions à faible valeur. Et là, aujourd'hui, avec la nouvelle règle
d'importation de produits aux États-Unis, je vous invite encore une fois, dans votre grille de demande de cotation, si vous nous faites une demande, de bien préciser ce que vous comptez envoyer avec les valeurs. Essayez de trouver la nomenclature douanière. La nomenclature douanière, vous allez sur le site de la douane, des douanes françaises. Vous pouvez classifier, c'est une classification de vos produits et qui nous permettra, nous, tout de suite, de trouver le montant des droits et taxes, ou le taux plutôt de droits et taxes applicables pour votre expédition. Les documents d'expédition, si vous avez vraiment décidé d'expédier via un transporteur, c'est assez simple, hein, sur les États-Unis, c'est une facture unique de colisage. Ça, c'est vraiment l'élément de base. En anglais, bien entendu, parce que le douanier à destination, il lit qu'en anglais. Généralement, le consignee, ça va être votre nom d'exposant, Care of Las Vegas Convention Center ou Venetian, voilà. Tout dépend où vous êtes situé. Ensuite, la facture devra reprendre un certain nombre d'éléments. La désignation exacte de vos produits. Faites attention aux abréviations. Un douanier a besoin de comprendre ce que vous envoyez. Sinon, tout de suite, il trouve ça louche. Le poids, les dimensions et le contenu exhaustif de chaque colis, ça vous permet de combiner, par exemple, la facture avec la liste de colisage. Mais en tout cas, il faudra bien préciser les quantités par type de produit. Évitez le 1. Essayez vraiment de donner des quantités de produits. Être précis sur la matière aussi. Parce que, par exemple, des produits à base de bois, l'importation est très compliquée aux États-Unis. Quand je dis bois, c'est même les meubles Ikea que vous pouvez aller acheter. Ça peut être très compliqué. Il y a Ikea à Las Vegas. Je vous invite vraiment à ne pas acheter de meubles ici en France et plus vous rabattre sur des meubles que vous pouvez trouver là-bas. Il faudra préciser la valeur par produit et pas mettre une valeur globale, vous mettez 10 lignes de produits et une valeur globale, parce que le douanier a besoin d'identifier par catégorie de produits, comme j'expliquais, et maintenant il y a des douanes, des droits de douane différents, donc il va avoir besoin de pouvoir clarifier combien vous payez pour tel produit, combien vous payez pour tel produit, et ainsi de suite. Donc, c'est très important, la nomenclature douanière également. Comme je vous disais tout à l'heure, ça permet d'identifier un douanier chinois, un douanier à Alger, un douanier aux États-Unis, un douanier au Japon. Quand il voit ce numéro-là, il sait exactement comment le taxer. Et, toujours important, le pays d'origine. Pourquoi le pays d'origine? Parce que sur certains types de produits, il peut y avoir des quotas. Et donc, il faut donner l'origine de vos produits. Parfois, vous allez dire, je veux distribuer des tote bags, des casquettes. Attention, les produits textiles doivent être déclarés en tant que tels. Et quand on dit en tant que tel, c'est un peu compliqué. Même les t-shirts, vous devez dire, est-ce que c'est pour hommes, pour femmes? Déjà, tout de suite donner les ingrédients, la description, c'est-à-dire en fait combien de pourcentage de coton et ainsi de suite. Vous devez vraiment donner le descriptif précis. Donc, je vous invite, si vous commandez des t-shirts, tout de suite à regarder avant que ce soit enfermé, parce que pour le coup, c'est important de faire ces déclarations. Et il faudra également donner le nom et l'adresse du fabricant. Tout ça, pourquoi? Pour toujours cette histoire de quotas, parce qu'il y a des quotas d'importation textile aux États-Unis et ils vont avoir besoin de savoir tout de suite d'où viennent vos produits textiles et comment ils vont être taxés. Le formulaire TSCA, ça concerne principalement les stylos. Parce qu'aux États-Unis, il y a des administrations, la Food and Drug Administration, qui régule toutes les importations de produits qui peuvent aller dans la bouche, donc principalement les produits alimentaires, mais les Américains considèrent qu'un stylo, ça va dans la bouche, donc il y a une réglementation. Donc vous devez pouvoir faire une déclaration, c'est surtout une déclaration sur l'honneur, où vous dites, oui, nos stylos ne sont pas toxiques. En gros, c'est à peu près ça. Le LACI Act, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si vous expédiez des produits en bois, je ne parle pas de l'emballage, vos produits sont en bois, il faudra, et là c'est très compliqué, donner l'essence du bois. Alors vous vous dites, oui, mais moi j'ai des produits MDF. Le MDF, c'est encore pire, il faudra donner toutes les essences de bois qui sont produites dans le MDF. Donc je vous invite vraiment, ce qui est meubles, Ikea ou tout ce qui est petit mobilier, machin, à bien y réfléchir avant et à poser les bonnes questions. Si nous, on est là pour ça aussi, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un doute. Très important aussi dans votre expédition, on vous rappelle vraiment, c'est vraiment important, ça peut paraître comme ça anodin, mais tout ce que vous déclarez sur votre facture doit être expédié. Vous ne pouvez pas dire j'envoie ça et puis vous retirez la moitié. Non, parce que le douanier va vérifier et vous vous mettez en illégalité. C'est tout pareil aussi, vous devez avoir déclaré tout ce que vous expédiez.
Donc ça, c'est vraiment très important. Il peut y avoir des visites de douane. Et quand il y a une visite de douane que ça ne correspond pas aux documents déclarés, là, vous êtes tout de suite en infraction. Et le plus important aussi, pour certains, ça vous paraît beaucoup plus simple de dire, ah ben j'emmène un peu d'eau, ou j'emmène des canettes, parce que comme ça, j'ai tout sur place, ou des cacahuètes, des bonbons. Non, aucun produit alimentaire, que ce soit, même les cookies de chance, là, dès que c'est alimentaire, que ça se mange, vous ne pouvez pas les importer si vous n'êtes pas le fabricant du produit et que vous allez, et après c'est toute une procédure parce que vous rentrez là dans l'importation de produits alimentaires sur le territoire américain, même en infime quantité. Donc je vous invite vraiment à ne pas les expédier. Donc voilà, nous on vous a mis en annexe un certain nombre de documents qui vont pouvoir vous aider vraiment à préparer votre expédition. Vous avez donc le modèle d'étiquette qu'on vous fournit. Donc là, c'est assez simple, hein. Vous pouvez le customiser aussi si vous ne voulez pas voir apparaître nos logos. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Le nom de l'exposition, la ville, le pays, votre nom d'exposant. Attention, au départ du salon, euh, votre nom n'apparaît pas toujours. Donc, il faut mettre le groupe sous lequel vous êtes, care of, le nom d'exposant. Ça permettra tout de suite, parce qu'au départ, vous allez voir, vous avez tous le même numéro de stand, et ensuite, il y a une répartition de stands qui se fait. Donc, je parie que vous ne l'avez pas tout de suite. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et le nom d'exposant, c'est vous mettez le pavillon sous lequel vous êtes, care of, votre nom d'exposant. Attention aussi à bien valider sous quel nom vous exposez, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont plusieurs noms, le nom de scène, le nom de backstage, et tout ça. Donc faites très attention pour qu'on puisse vous identifier. Parfois, il y a des palettes comme ça qui traînent parce que vous avez donné un nom et puis sur votre stand, c'est marqué un autre nom. Donc soyez vraiment attentifs à bien identifier, qu'on puisse vous identifier. Ensuite, on vous a mis un modèle, comme on parlait tout à l'heure, de facture et liste de colisage. C'est un modèle qui combine tout. Nous, on peut vous le mettre à disposition. Ça vous évite de devoir refaire, mais bien entendu, ce document-là, c'est inspirant. Vous pouvez soit compléter ça, soit faire vos propres factures sous papier en tête, mais toutes les informations essentielles apparaissent ici, hein. Et enfin, le petit dernier, comme je vous indiquais, la fameuse grille de demande de cotation, qui est voilà, assez claire. Vous mettez donc vos coordonnées de société, le contact, bien entendu, le nombre, le colis, les dimensions du colis, son poids, la description. Comme je disais, c'est de nous dire, ça va être des brochures, une machine, machin. Pas besoin d'en dire non plus trop, mais qu'on puisse savoir et pouvoir le mieux vous orienter. La nomenclature douanière, c'est vrai que ça demande un peu de travail au départ, mais de toute façon, vous en aurez besoin après dans vos factures. Est-ce que ça va rester sur place? Définitif, ça veut dire est-ce que ça va rester sur place? Ou temporaire, est-ce que ça va revenir? Ensuite, on vous demande effectivement le mode de transport que vous préconisez. Est-ce que c'est du maritime ou de l'aérien? Bien entendu, on va vous accompagner là-dessus. On va pouvoir vous dire en fonction de la nature de ce que vous envoyez, ah ben non, le maritime, c'est pas la peine. Ou ah oui, vous auriez plutôt tendance à faire du maritime. Et bien entendu, ça va aussi dépendre des délais. Est-ce que vous pouvez être prêt dans les temps ou pas? Est-ce qu'on vous demande la valeur de votre marchandise? Parce que ça permet aussi de déterminer si vous faites une admission temporaire, est-ce que nous, on pourra mettre en place une admission temporaire aux États-Unis ou est-ce que directement, on vous recommande de faire un carnet ATA? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous fasse un prix? La grille de demande de cotation, c'est vraiment quelles sont les prestations que vous souhaitez mettre dans le prix. Comment, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite valider que c'est une validation de transport, hein. Donc, quand on vous dit enlèvement domicile, oui, non, c'est est-ce que vous souhaitez un prix pour l'enlèvement chez vous ou est-ce que vous avez déjà un transporteur qui peut nous livrer les produits à Roissy? Est-ce que haillon élévateur, ça signifie est-ce que vous avez des moyens de décharger ou de recharger le camion ou est-ce que le chauffeur, ce sera au chauffeur de le faire? Le stockage des emballages vides, est-ce que finalement vous avez des petits cartons, vous vous dites, nous de toute façon, comme à la fin du salon, on va reprendre tout avec nous, on veut pas cette prestation-là. Et bien entendu, l'assurance, est-ce que vous souhaitez avoir un devis pour l'assurance? Vous avez les contacts à qui vous pouvez envoyer les demandes et nous, on sera vraiment ravis de pouvoir vous répondre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Caroline. Je pense que c'était une séance très, très dense et j'imagine effectivement que les cerveaux sont bien remplis d'infos.
On va vous transmettre les replays aussi. Donc, il y a le replay de la semaine dernière et du coup, le replay de la séance aujourd'hui. Donc, vous allez avoir ça aussi, genre normalement demain. Donc, c'est une D'accord. période un peu chargée pour nous pour que notre équipe com puisse mettre les replays en ligne. Mais ça va arriver. Ah, j'ai un commentaire. Pas de question, mais la trouille. Alors, généralement, très sincèrement, comme on avait dit avec Kate en tout début, si vous n'avez pas suivi, euh, cet événement se passe très bien. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis forte de cette expérience. Ça va faire plus de 15 ans que je travaille sur le CES. Au début, il n'y avait pas d'aussi gros pavillons qu'il y a aujourd'hui, mais néanmoins, l'idée était la même. Et aujourd'hui, vraiment, je vous donne tous les éléments, toutes les informations qui vous permettent vraiment de cadenasser votre transport et de l'organiser au mieux. Alors, tout va se jouer sur vraiment quel est le mode de transport que vous souhaitez effectuer. Est-ce que ça sera un transport aérien, un transport maritime, ou est-ce que vraiment euh, ça vaut pas le coup et vous devez le prendre avec vous. Et si vous devez le prendre avec vous, il y a aussi des règles à respecter. Parce que forcément, le douanier américain, il sait. Hein. Vous dites, j'arrive à Las Vegas, il voit tout le monde affluer sur Las Vegas, il sait que potentiellement, il y a beaucoup de gens qui vont transporter des produits dans leurs valises. Et donc là, c'est est-ce que vous avez fait ce qu'il faut? Est-ce que vous avez déclaré? Vous ne pouvez pas emmener comme ça des produits, ce qu'on appelle la valeur commerciale. D'ailleurs, vous signez un bon dans l'avion qu'on vous donne. Hein. On vous dit, est-ce que vous avez plus de 10 000 € ou ainsi de suite. Tout ça, ça compte. Mais également, quand vous transportez des produits à valeur commerciale, pardon, à destination commerciale, vous devez déclarer tant au départ de France qu'à l'arrivée aux États-Unis. Mais pareil, quand vous allez revenir en France, qu'est-ce qui prouve aux douaniers que le produit que vous avez dans votre valise vous appartient? Ben voilà, c'est parce que derrière, vous aviez expliqué que c'était vous qui l'avez transporté et que le douanier a notifié que lui, il a compris que vous l'avez expédié. Donc il y a des petites règles comme ça, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, parce que généralement, quand vous arrivez sur le salon, oui, c'est vrai, on peut vous aider parfois, mais la majorité du temps, il est trop tard, parce que vous arrivez 2 jours ou parfois la veille de l'ouverture du salon et on ne peut plus réagir. Eh ben, écoutez, j'attends votre demande. Il y a la question de Thomas aussi dans le chat. Le démo, c'était un prototype qui tiendrait dans une boîte valise, mais du coup, quand même fragile et beaucoup d'électronique. Est-ce que c'était une bonne idée d'amener en soute ou pas? Alors, la soute, je pense que vous avez vu comment on traite nos valises. Voilà, le bagagiste, déjà, il faut savoir hein, une chose, pourquoi est-ce qu'on vous donne une réglementation de 32 kilos par valise? C'est pas juste, c'est parce que toute compagnie estime que 30 kilos, c'est le poids maximum qu'une personne peut porter. Donc, en fait, l'aéroport de Roissy se couvre et dit, voilà, les bagagistes, ils peuvent prendre 30 kilos. Donc, si vous avez plus lourd, ça marche pas. Et donc, généralement, les mecs, dès que c'est un peu lourd, hop, ils balancent le colis parce ils sont pressés. Et donc, forcément, vos colis ne sont pas manipulés, et même dans le transport, hein, avec le plus grande précaution. Par contre, ce qui compte, c'est comment vous le protégez, comment vous l'emballez. Et ça, moi, je vous invite vraiment à mettre l'accent là-dessus. Parce que de toute façon, si vous avez un litige, que ce soit en transport ou en bagage, c'est la première chose que l'assurance va regarder. Une assurance dit toujours, on regarde d'abord le contenant, et si le contenant était suffisant, là, on se dit oui, on peut rembourser le contenu. Ouais, genre, ça dépend aussi le niveau technique de l'équipe sur place aussi. Parce que on a eu dans le passé les personnes genre, qui ont transporté des choses dans les valises et qui étaient endommagées sur le chemin. Ils ont pu faire des réparations sur place pour que ce soit en route en arrivant. Donc, après, ça dépend si, genre, si un proto qui va nécessiter genre, des microscopes et tout ça pour pouvoir remettre en route ou, genre, effectivement, c'est, genre, encore une fois, il faut être joueur, il faut parier sur genre, l'option que tu prends, quoi. Voilà. Moi, j'avais une question aussi, Caroline. Genre, je ne vois pas beaucoup de différence au niveau de douane par rapport à l'année dernière, sachant que j'ai suivi un peu que les US, ils ont devenu beaucoup plus stricts au niveau des douanes. Donc, c'était juste pour faire confirmer que, genre, le ATIA, c'est ça, ça suffit toujours si on n'a pas grande chose.
exactement. La structure de la douane ne change pas, ne change jamais. Mais ce qui compte maintenant, c'est combien vous allez payer. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent à tous les niveaux sur la nomenclature douanière, la valeur de vos produits, et on va pouvoir tout de suite vous dire combien vous serez taxé si jamais les produits doivent rester sur place aux États-Unis. Parce qu'un produit qui fait l'aller-retour aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Mais un produit qui est destiné à rester sur place, euh, là, les douaniers vont vous taxer. Et donc maintenant, les taxes ont augmenté, effectivement. Mm. Et Thomas il y avait un follow-up question. Est-ce qu'il peut voyager avec une carte électronique en cabine? Oui. Ah oui, la Oui. carte électronique. Mais attendez. Démonter les parties électroniques hors batterie qui sont fragiles serait principalement une carte électronique. Oui. Bah oui. Bah oui. Oui. Si c'est une toute petite carte électronique, oui. Mais dès que ça commence à être un peu costaud dans un appareil et tout ça, là, il vaut mieux tout de suite faire une déclaration pour ne pas avoir d'ennui. De toute façon, ouais, même ton démo à toi, Thomas, il faut faire une déclaration. Mais la question, je pense que c'est surtout est-ce qu'il y a besoin de passer par un transporteur ou est-ce qu'il pourrait le Non, transporter en non. Ah non, souterrain? par contre, non, là, si vous avez juste une petite carte électronique, vous n'avez pas besoin, vous pouvez le prendre en bagage. Ah non. C'est même mieux, hein, parce qu'un transporteur, Hmm. à part de vous le perdre, il fera pas mieux. Est-ce que certains processeurs peuvent être limités dans leur importation? Oui, tout dépend. Déjà, quand vous expédiez des produits, il faut en France, en tout cas en France, au pays de départ, il y a ce qu'on appelle le double usage. Et ça, il faut toujours regarder. Est-ce que, par exemple, je vous donne un truc tout bête, hein, il y a certains Cisco que vous achetez en supermarché, et ben, ces Cisco-là sont soumis au double usage. Et ça, c'est une licence particulière que vous devez obtenir auprès du ministère de la Défense et qui vous autorise à sortir ce type de marchandises de France parce qu'on estime que ça peut être utilisé à titre pour des raisons militaires. Donc, et même si vous n'en êtes pas le fabricant. Hein. Donc, il faut faire très attention, il faut bien vérifier que la typologie de produits que vous expédiez de France déjà peut être sorti de France et n'est pas réglementé ou n'est pas considéré à double usage. Et ensuite, quand vous nous envoyez cette typologie de produits, il peut y avoir des particularités d'importation sur des typologies de produits qui demandent une licence spécifique d'importation aux États-Unis. Mais c'est quand même assez rare. En tout cas, ça fait 15 ans que je fais le CES, on n'a jamais eu le moindre produit qui était réglementé à l'import aux États-Unis, mais beaucoup de produits qui peuvent être réglementés à l'export de France. Attention. Mais dans l'ordre des choses, du coup, si on sait qu'un produit dual, est-ce que est-ce que déjà l'idée c'est de passer par vous dans un premier Ah temps ou oui, est-ce qu'il faut obligé. Ah oui, d'abord passer par la DGA pour demander l'autorisation exactement. Exactement. dans quel ordre? Il faut d'abord contacter le ministère, Mhm. obtenir l'autorisation de sortie. L'autorisation, c'est ce qu'on appelle l'AETMG, c'est l'autorisation de sortie temporaire ou l'autorisation de sortie définitive, hein, tout dépend, le statut que vous demandez. C'est long, hein. Attention, ils vont vous demander une batterie de documents. Une fois que vous avez cette autorisation-là, nous, on pourra faire l'expédition parce qu'on va le déclarer en douane et bien entendu, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, nous, on va demander également aussi aux États-Unis, selon la nature de votre produit, toujours pareil, hein, est-ce que ces produits-là sont réglementés pour l'import aux États-Unis? Ça, c'est intéressant. Je ne savais pas ce détail-là. Oui. Ah oui, Et là, c'est en gros, ça, c'est pour tout produit qui pourrait être à vocation duale. Ou c'est exactement. pour Et tout produit qui a l'année déjà dernière, été tagué par la DGA ou c'est genre, est-ce que les entreprises qui sont concernées le savent ou est-ce pas que... forcément. Et c'est ça qui Hmm, peut être piégeux. Donc, il faut faire hmm. attention parce que l'année dernière, il y a un exposant qui a emmené une machine et la douane, tout de suite, a soupçonné que ça pouvait peut-être être à double usage et ils lui ont demandé de prouver. Et là, ça peut être compliqué parce que la douane peut demander à ce que ça parte en analyse. Et là, le salon, vous le faites plus. Hein. Donc, vaut mieux
avant se prémunir et vérifier si c'est la première fois que vous expédiez votre typologie de marchandises, vérifier que ça ne peut pas être considéré à double usage. Attention. Je note. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Christophe te remercie déjà. Ben oui, la presse, elle est super complète. De manière générale, je pense que vous pouvez la revoir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous appeler. Comme on le dit, hein, on joue le jeu, donc l'idée, c'est pas forcément nous d'organiser le transport. L'idée vraiment de cet exercice, c'est effectivement de vous aider à préparer votre transport sur le salon. Après, bien entendu, ceux qui nous font confiance, bah, tant mieux, mais c'est absolument pas une obligation, c'est vraiment de vous dire euh, comment expédier au mieux. Et oui, défense plus civil, exactement. Il y a quelques commentaires. Donc, je pense que Richard, il a besoin de t'appeler, Caroline. Moi, de mon côté aussi, je vais envoyer la liste à la DGA de mon côté pour voir s'ils peuvent nous dire. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous appeler soit moi, soit Robin, euh, et on sera ravis de pouvoir vous accompagner là-dessus, vous donner tous les éléments, de façon à ce que vraiment, une fois que vous avez commencé à faire votre emballage, vous savez à peu près où vous en êtes et comment organiser le transport. Bien. Dernière opportunité à poser vos questions à Caroline? Non? 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Euh, Bon, super. Merci beaucoup, beaucoup, Caroline, comme d'habitude. Très utile, très concret, très, très dense, mais toutes les infos sont super pertinentes, donc merci beaucoup. Comme je disais, moi, je vais envoyer le replay normalement demain. Et du coup, Caroline reste à votre disposition pour toute question par rapport aux logistiques aussi. Donc, n'hésitez pas à la Voilà, contacter ou n'hésitez pas. son Voilà, collègue n'hésitez Robin, du pas. coup. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Au top. Merci beaucoup, tout le monde. C'est moi, merci à tous. Et à très bientôt. À très bientôt, Céleste. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.